Bonjour Alexandra Sapferi. Bonjour Jérôme. Bonjour Christophe Carrère. Bonjour Jérôme. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. En ma qualité de membre du comité scientifique de la revue L'Ex-Base Sociale, on a souhaité s'intéresser aux délais déraisonnables de justice, et notamment en matière prud'homale. Alors malgré plusieurs réformes de la justice, et notamment malgré la dernière réforme de programmation, de grande loi de programmation de la justice de 2023 à 2027, le sujet à mon sens demeure. La justice française est en retard, les jugements sont en retard, et c'est un vrai fléau pour les justiciables qui sont victimes de ces délais de retard, et victimes au sens propre, puisqu'ils peuvent aller réclamer des dommages et intérêts devant la justice. Alors Alexandra Sapferi, vous êtes avocate au barreau de Paris, et vous êtes l'initiatrice d'une action collective, on va dire, que vous portez pour différents justiciables, notamment des salariés, je crois, victimes de délais de retard devant le Conseil de prud'homme de Paris et la Cour d'appel également. Vous allez nous expliquer quelles sont selon vous les causes de ce retard. Christophe Carrère, vous êtes vice-président du Conseil de prud'homme de Paris et semble-t-il à la manœuvre pour répondre à cette difficulté et essayer de réduire ces délais. Alors Alexandra Sapferi, pouvez-vous nous dresser un constat des délais de justice en France tel que vous le constatez en tant qu'avocate? Alors, donc sur la justice, on va juste parler de la justice prud'homale aujourd'hui. C'est notre domaine à Christophe Carrère et à moi. Et en fait, pour moi, on est dans une situation qui est extrêmement dégradée et préoccupante en termes d'accès au droit et d'accès à la justice prud'homale. Donc en fait, il n'y a qu'à voir les chiffres. Il y a 10 ans, on avait 200 000 requêtes qui étaient déposées chaque année devant les différents conseils de prud'homme en France. Et aujourd'hui, on est à 98 000, voire même 96 000. Donc on a, je peux dire, une tendance baissière qui est extrêmement forte et donc qui pose un problème d'accès au droit. Et dans ce même temps, ce qui est étonnant et très préoccupant, c'est que les délais de justice ont énormément augmenté puisqu'on est passé de 9 mois en moyenne il y a 10 ans, à 16 mois en moyenne devant le Conseil de prud'homme. C'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre comment ça se passe pour avoir moins de dossiers et en même temps voilà, beaucoup plus de temps de traitement. Donc moi, en tant qu'avocat travailliste et en tant que fervente défenseuse de l'accès au droit et donc l'accès à la justice, je me retrouve toujours confrontée à ce même problème avec des salariés qui me disent « Ben non, comprendrait bien, maître, on ne peut pas engager une action parce que ça dure beaucoup trop longtemps. » Et donc moi, je me suis dit, je vais m'attaquer à ce problème et que je découvre donc au fur et à mesure. Donc ça fait 3 ans maintenant que je travaille sur ces dossiers. Et c'est vrai que je suis atterrée. Je fais tous les jours des dizaines et des dizaines d'estimations de délais déraisonnables devant les conseils de prud'homme, enfin sur les affaires prud'homales pour toute la France, pas que Paris. Et d'ailleurs, on en parlera, mais c'est vrai que Paris est quand même assez bien doté et finalement, c'est vraiment pas là où on a les pires délais. Donc, un délai moyen de traitement d'un dossier prud'homal en France est de 16 mois. Et ça, c'est trop long. Alors, le tribunal judiciaire de Paris notamment considère que 16 mois est un délai raisonnable. En vrai, c'est pas un délai raisonnable et on le sait bien. On parle de situations de travail qui ont besoin d'être réglées de façon extrêmement rapide et 16 mois, c'est très long. Par ailleurs, on a une grande difficulté dans les dossiers prud'homaux, et ça c'est vraiment très spécifique à notre domaine d'activité, c'est qu'on a un taux d'appel qui est à 60%, versus 15% pour les tribunaux de commerce, versus 13% pour les tribunaux judiciaires. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un énorme taux de réformation en appel. Il y a 30% des décisions de première instance qui sont intégralement confirmées en appel. Ça veut dire que statistiquement, on a intérêt à y aller. Donc l'appel rajoute. Il rajoute combien de mois? Et l'appel, alors le délai moyen en France est de 20 mois. Donc si on fait 16 plus 20, on est déjà là où ça devient à 36 mois. Et là, on est sur des délais qui sont déraisonnables et surtout 36 mois, on est sur des moyennes avec une énorme disparité nationale. Donc moi, ce que je peux constater, c'est que finalement,
sauf quelques cas très particuliers de conseils de prud'homme. Alors, Nanterre, c'est toujours Nanterre. Mais en fait, non. C'est ça qu'il faut s'en rendre compte, c'est que les conseils de prud'homme où il y a le plus de difficultés, ce sont les petits conseils de prud'homme. Alors donc en dehors de Paris, c'est Avranches, c'est Saint-Dié-des-Vosges. Et il y a combien de délais alors là devant les conseils de prud'homme? Saint-Dié-des-Vosges, on est à 36 mois, 36 en mois première instance. En première instance. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de greffiers. Donc en fait, voilà, on stigmatise souvent les grandes villes, mais la réalité, c'est que les petits conseils de prud'homme sont extrêmement touchés. Alors c'est sûr que le nombre d'affaires à Saint-Dié-des-Vosges n'a rien à voir avec le nombre d'affaires traitées à Nanterre. Oui, mais même là, les délais sont raisonnables. Voilà, de grosses difficultés. On a une situation qui devient assez rapidement dramatique quand il y a un départage. Donc là, les départages, à chaque fois, ça part sur des délais. Donc, sur un délai moyen, oui, on est sur des moyennes à plus de 30 mois en première instance. Alors, le départage, en fait, on a un délai moyen, enfin, en tout cas, moi, ce que je peux constater par rapport aux estimations que je fais quotidiennement, c'est qu'on a 12 mois de délai déraisonnable, sachant qu'en fait, il y a 6 mois de délai considéré comme raisonnable entre le PV de partage de voix et l'audience de départage. Donc normalement c'est 6 mois, la réalité c'est qu'on est sur 18 mois, alors, ça veut dire, voire beaucoup plus. Si je comprends bien, dans les petits conseils de prud'homme, on est sur 36 mois, plus s'il y a des partages. S'il y a des partages, ça peut encore effectivement... Mais quoi, 30 mois vous dites? Ah ben oui, non, mais ça peut donc vraiment... Donc on peut rester 5-6 ans devant le conseil de prud'homme? Là, moi par exemple, j'ai une affaire en ce moment où je défends des centaines de salariés devant le tribunal judiciaire de Paris. J'ai une affaire qui a duré 8 ans et 10 mois. Devant le conseil de prud'homme? Et la cour d'appel. Et la cour d'appel. Et les cours d'appel, on a des cours d'appel qui fonctionnent bien et d'autres qui sont totalement sinistrés. Donc pour ne pas les nommer, Paris, Lyon, Montpellier. Alors Montpellier, là, ça a arrêté de fonctionner. Et Versailles, ça a été très dur et je trouve que ça va un peu mieux. Douai, ça va à peu près. Et donc, bon, on a vraiment une disparité importante. Mais en tout cas, la réalité, c'est que pour avoir une décision définitive, il faut attendre à minima 3 ans, la plupart du temps 5 ans. Et 5 ans rapportés au problème des relations de travail, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Il y a des gens qui arrêtent de vivre dans l'attente de leur décision prud'homale. On ne peut pas arrêter de vivre pendant 5 ans. Et on ne peut pas arrêter de vivre pendant 5 ans, encore plus aujourd'hui, quand l'ancienneté moyenne des salariés est de 5 ans. C'est-à-dire que si tous les 5 ans, on s'arrête de vivre 5 ans, bon, c'est compliqué. À l'époque, voilà, les carrières se faisaient sur 30 ans ou 40 ans et on n'était pas dans la même situation. Et aujourd'hui, c'est vraiment important de faire quelque chose. Et malheureusement, les différentes réformes qui ont eu lieu, pour moi, ont eu des effets contraires à ce qui était souhaité. Alors, ce qui a bien marché, c'est la réduction du nombre d'affaires. Hein, ça, c'est très, très efficace. Mais en revanche, sur les délais de traitement, énorme augmentation. Alors, Philippe Carrère, est-ce que vous faites le même constat donc au CPH de Paris? Alors, au CPH de Paris, je peux dire qu'il y a un constat à peu près similaire, avec la particularité que le Conseil des prud'hommes de Paris traite effectivement 10% du contentieux national et des dimensions qui sont relativement conséquentes par rapport aux petites structures. Le Conseil des prud'hommes de Paris, je le rappelle quand même, c'est 832 conseillers prud'hommes, 416 dans chaque collège, répartis en 24 chambres dans les 5 sections existantes, et la section la plus importante étant quand même celle de l'encadrement qui traite quasiment 50% du contentieux. Vous avez combien d'affaires par an? On traite à peu près 10 000 affaires par an. 10 000 affaires c'est à peu près équivalent, il y a quasiment autant d'entrées que de sorties, approximativement, sachant que les chiffres peuvent être variables d'une année sur l'autre, il y a différents modes de sortie. On peut sortir avec une décision, mais on peut aussi sortir parfois avec un désistement des parties, un accord qui peut être trouvé, ou au pire des cas, j'ai envie de dire, et je ne peux que rejoindre Alexandra sur ce point, sur le départage, qui est clairement un échec de la prud'homie, et en même temps des délais qui sont, en tout cas à Paris, complètement déraisonnables. On est à combien Parce que nous, on compte en moyenne 24 mois entre la date du bureau de jugement qui déclare un partage de voix et l'audiencement au service du départage. Donc vers le bureau de jugement, on a combien en moyenne de délais? Alors vers le bureau de jugement, on arrive aujourd'hui à des délais relativement satisfaisants. Ouais. On est entre 13 et 14 mois, 13 et 14 grosso modo, à supposer que tout se passe bien, bien évidemment, parce que les dossiers sont vivants. Vous avez une idée de combien? Alors en fait, on est à peu près à une vingtaine de pourcents des dossiers qui vont au départage. Donc c'est-à-dire qu'on est grosso modo à environ une dizaine de pourcents des saisines. C'est-à-dire que sur 1000 dossiers qui rentrent,
il y en a à peu près, on va dire la moitié qui vont finir par être traités. Et sur cette moitié, il n'y en a que maximum 20% qui vont sur le départage. Ça représente à peu près donc 10% des entrées, grosso modo, à vue de nez. Ce qui crée le sinistre à Paris, c'est le départage. Globalement, ce qui crée le sinistre à Paris, c'est effectivement le départage. Il peut aussi y avoir des particularités sur certains dossiers. Il y a des dossiers qui sont vivants, des dossiers qui ont des imbrications avec d'autres dossiers qui peuvent aussi se plaider dans d'autres juridictions. Je pense notamment au pôle social, peut-être aussi quand il y a un dossier sur lequel il peut y avoir un plan social qui a été contesté, ou quand il y a une contestation d'un avis qui a été mis par l'inspecteur du travail, par exemple, où le Conseil considère souvent qu'il peut y avoir un lien en fait entre les affaires et donc déclare régulièrement des sursis à statuer sur un certain nombre de dossiers, ce qui fait que ça rallonge les procédures. Je voudrais rajouter quand même un élément important, pour aller dans le sens un peu inverse de celui qu'évoque Alexandra, parce que sur la question des délais, nous on le voit bien, on essaie de travailler avec le président Sauvage, parce qu'on fonctionne dans le même sujet. Vous pouvez rappeler qui est le président Sauvage ? Qui est le président du Conseil des prud'hommes cette année, voilà, de Paris, qui est donc l'élément employeur, puisque je représente l'élément salarié cette année. On a une veille particulière sur la question des délais. Voilà, donc on fait le point, nous, très régulièrement avec les services, avec les conseillers, avec les présidents de section également. Et on regarde bien qu'à un moment donné, quand il y a des délais qui finissent par être trop courts entre une saisine et un bureau de conciliation, et entre un renvoi d'un bureau de conciliation à un bureau de jugement, si ces délais sont trop courts, les parties ne respectent pas les délais ou nous disent très clairement. On a eu régulièrement le cas sur certains dossiers. C'était le cas en début d'année 2023 où on avait des délais de saisine au bureau de conciliation. On l'avait principalement à l'encadrement où on était à peine à 6 semaines entre la date de saisine et la date du bureau de conciliation. Les parties nous disaient très clairement que les délais étaient vraiment trop tôt, que les parties n'avaient pas eu le temps de prendre contact, on n'avait pas eu le temps non plus de digérer un peu le trauma, parce que souvent un licenciement pour le salarié, en tout cas, c'est souvent un trauma, ça peut l'être aussi pour l'employeur, parce que je ne dis pas que les gens se séparent de gaieté de cœur forcément systématiquement. Donc ces éléments-là contribuent aussi à ce qu'il faut qu'on soit vigilant à pas non plus avoir des délais qui soient trop courts. Et puis ne pas oublier que dans la juridiction prud'homale, il n'y a pas que des avocats. Il y a aussi des gens qui viennent se défendre eux-mêmes ou qui peuvent être assistés d'un défenseur syndical. C'est aussi un élément qu'on doit prendre en compte, même si on a un travail, nous, important avec, je vais dire, l'ordre des avocats, puisque c'est essentiellement tous les dossiers dans lesquels il y a une représentation avec l'avocat, mais il ne faut pas oublier que ça reste quand même pas complètement obligatoire. On reviendra sur les causes peut-être, mais Alexandra Sapferi, pourquoi cette lenteur en fait ? Alors, je pense qu'en fait, il y a des difficultés à tous les étages. Donc, il y a, moi, de mon point de vue, il y a un problème organisationnel qui me semble absolument évident au sein des conseils de prud'hommes qui ne sont pas dotés des moyens matériels, digitaux et humains nécessaires. Donc ça, pour moi, c'est déjà la base. Donc, en fait, j'adore mon conseil de prud'homme et quand on dit qu'on veut le mettre dehors, moi je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est... Vous adorez la juridiction ? J'adore la juridiction. Je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement bien pensé, mais en revanche extrêmement mal exécuté. Et en fait c'est ça le problème. Donc les conseillers prud'homaux ne sont pas des juristes pour l'essentiel. Ils ont une formation qui, à mon sens, extrêmement insuffisante et qui en plus beaucoup trop tardive. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne fera jamais, et d'ailleurs c'est pas ce qu'on leur demande, des conseillers prud'homaux des as de la procédure. Et donc, l'as de la procédure, c'est qui ? C'est le greffier. Donc, s'il n'y a pas des greffiers en nombre suffisant pour pouvoir épauler les conseillers prud'homaux, on a déjà un énorme problème. Ensuite, donc, problème humain. Et en plus, en termes d'effectifs, et même trouver des conseillers prud'homaux, c'est pas si simple que ça, puisque comme ils sont payés au lance-pierre, les pauvres, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine vocation pour être conseiller prud'homal. Et la vocation se perd d'ailleurs, j'ai vu ça dans la presse dernièrement. Oui, mais bon, d'un autre côté, la vocation bénévole, c'est pas donné à tout le monde, parce qu'on a tous des charges. Et donc, voilà, pour moi, c'est la rémunération des conseillers prud'homaux est un scandale. Et un scandale dont on ne parle pas. On peut dire quelle est la rémunération des conseillers ? Alors, on peut pas y répondre comme ça de façon brute. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse la différence entre un conseiller prud'homme du collège salarié qui, quand il vient en temps d'activité prud'homale, il y a maintien de son salaire et l'employeur peut se faire rembourser son salaire chargé auprès de la juridiction. Par contre, pour un conseiller qui serait en situation de chômage, qui serait retraité ou un conseiller employeur, lui, par contre, est indemnisé depuis le 1er janvier 2024, 12 € brut de l'heure. Et avant le 1er janvier 2024, c'était 8,40 €.
Voilà, c'est 7,60 €. Mais en même temps, comme vous le disiez, c'est pas pour ça qu'ils font ça. Voilà, ça c'est sûr et certain. Bon, c'est parce qu'ils croient en une certaine idée de la justice. C'est pas non plus la faute. C'est évident parce que personne ne ferait ça sinon. Donc voilà, un problème, déjà un problème d'effectif évident. Ensuite, il y a un problème de digitalisation qui est aussi évident parce qu'en fait, on est quand même à l'âge de pierre. Je pense que vous n'allez pas me contredire, Christophe. Et donc, à l'âge du papier. Oui, et encore. Alors moi, je me souviens, notamment au Conseil de prud'homme de Paris, ça fait rire, mais un peu jaune, des papiers qui étaient collés sur les portes d'audience en disant « Arrêtez de nous envoyer des fax, on n'a pas de papier. Est-ce que je peux... voilà. Et venez avec vos stylos, on n'en a pas à vous prêter. » Donc, d'accord. Et donc, c'est pas au Conseil de prud'homme de Paris, au XXIe siècle, je suis désolée, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas possible. Donc, arrêtez-moi si je me trompe, mais... les conseillers prud'homaux, mis à part le président et le vice-président, ne sont pas considérés comme des membres de la justice de notre pays, mais comme des usagers du service public de la justice. Et donc, ils n'ont pas une adresse adjustice.fr. Alors, on se dit, bon, on s'en fout. Ben, en fait, on s'en fout pas du tout, parce qu'ils n'ont pas une adresse adjustice.fr, ils ne peuvent pas avoir accès, notamment à Portalis ou autres... système d'information, et ce qui fait que, par exemple, ils n'ont pas accès à la bibliothèque des motivations de jugement. Et donc, en fait, à chaque fois qu'ils doivent rendre un jugement, eh ben, ils recommencent from scratch à rédiger comme si c'était la première fois de leur vie. Ils ont accès, et je suis navrée de le dire, mais à une très bonne base juridique qui s'appelle LexisNexis, qui est, de mon point de vue, la base juridique la plus complexe. C'est-à-dire que moi, je vais sur LexisNexis quand j'ai pas mal à la tête et que j'ai vraiment quelque chose de très précis. Alors, il faut privilégier l'ex-base. Par exemple. Et donc, quelque chose qui serait beaucoup plus fluide, en fait, et beaucoup plus facile d'accès pour des conseillers prud'homaux qui ne sont pas des juristes. Donc, et puis, il y a aussi un problème d'organisation au sens où, ne serait-ce que dans les relations entre les avocats, les greffiers et les conseillers prud'hommes, c'est de très récemment qu'on a maintenant des adresses mail pour pouvoir contacter le greffe. C'est quand même la base quand on est en 2024. Et avant, il fallait décrocher son téléphone. On n'arrive pas à les avoir au téléphone, ce qui est évident, parce que si tout le monde appelle, c'est impossible. Il y a d'ailleurs des conseillers de prud'homme où au greffe, ils ne répondent plus. Donc Nanterre ou Bobigny, par exemple, injoignables. À Paris, ils sont joignables. Mais voilà, donc en fait, on a tout un tas de problèmes d'organisation. On a aussi un problème, comme Christophe le disait, c'est qu'en fait, on a un système de mutualisation des greffes avec le tribunal judiciaire. Et en fait, avec la loi qui a mis en place cette mutualisation, il devait y avoir des protocoles signés entre les conseils de prud'homme et le tribunal judiciaire pour pouvoir en fait faire remonter les besoins et faire en sorte que le tribunal judiciaire affecte au CPH le nombre de greffiers suffisant. Sauf que ces protocoles n'ont pas été signés parce qu'en fait, personne n'a le temps de s'en occuper. Donc en fait, il faudrait un personnel administratif opérationnel qui puisse seconder les conseils de prud'homme pour pouvoir faire ce lien avec le tribunal judiciaire et organiser les vacations, qu'est-ce qui se passe quand un greffier n'est pas présent, etc. Donc si vous voulez, il y a vraiment multitude de l'organisation à mettre en place. Et après, il y a probablement, moi de mon point de vue, une formation plus importante nécessaire pour les conseillers prud'homme, voilà, pour que tout ça soit plus fluide. Et après, moi je pense qu'il y a aussi un autre point qui me paraît important, c'est qu'en fait, on a été très longtemps en procédure orale. En procédure orale, on ne va pas se mentir, c'est un peu une foire d'empoigne. Et donc, il n'y a pas beaucoup de règles qui s'appliquent. On demande un renvoi, on en a, on n'en a pas, etc. Et en fait, il y a des calendriers de procédure qui ont été mis en place. Un calendrier de procédure, quand vous allez devant le tribunal judiciaire, il est respecté. Un calendrier de procédure devant le conseil de prud'homme, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, alors bien sûr qu'il y a de la faute des avocats, et c'est évident, mais en fait, c'est comme tout le monde, les avocats sont des grands enfants, vous le savez bien. Et donc, s'il n'y a pas de sanction, on fait ce qu'on veut. Et en fait, moi, je trouve dommage qu'il n'y ait pas de sanction. Alors, il y a une sanction, de temps en temps, c'est la radiation. Et la radiation, ça vient sanctionner un défaut de diligence du demandeur. Puisque radiation, ça veut dire
on retire du rôle, ça veut dire que forcément on prend du délai supplémentaire, il faut réenrôler pour remettre l'action. Donc ça, c'est la bonne sanction pour le demandeur. Et c'est la très mauvaise sanction pour le défendeur, puisque lui, le défendeur, évidemment, il n'a qu'un intérêt, c'est une radiation. Alors, la sanction pour le défendeur, c'est de dire, vous n'avez pas conclu? Très bien, on retient l'affaire et on plaide. Mais ça c'est très rare. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors, sur la question de la fixation des calendriers, alors c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup à Paris et on essaye de mettre en place un certain nombre de mécanismes, sachant que nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, 832 conseillers prud'hommes et que donc potentiellement chaque conseiller peut présider un bureau de conciliation et donc en faire plus ou moins à sa tête. Donc voilà, donc les organisations syndicales, patronales et syndicales, du coup, ont essayé de discuter, voilà, pour essayer de rapprocher le plus possible les pratiques des uns des autres. Alors sur la question des calendriers, il a été plus ou moins admis dans un certain nombre de formations, on va dire, qu'on essaye aujourd'hui de faire participer les parties à l'adhésion et à l'élaboration du calendrier. Donc on sollicite les parties, savoir si le demandeur est en état, quels sont les délais qui lui sont nécessaires pour pouvoir conclure, envoyer ses pièces. Voilà, on essaie de faire la même chose avec le défendeur par rapport à la date qui est fixée entre le bureau de conciliation et le bureau de jugement. Bien évidemment. Donc si vous avez 7 mois, il faut que tout tienne en 7 mois. Souvent, on a quand même le fait que les délais sont un peu trop courts et qu'on veut toujours avoir un petit peu plus de temps. Donc on essaye aujourd'hui de faire vraiment adhérer les parties au calendrier. On insiste vraiment sur cet élément. On le fait noter, y compris au greffier, dans les dossiers, comme quoi les parties ont acquiescé au calendrier, qu'elles sont vraiment d'accord avec. Il peut y avoir effectivement des événements extérieurs qui peuvent intervenir. On est tous confrontés par des situations dramatiques de la vie parfois. Donc voilà, donc le Conseil peut le comprendre, mais en même temps, ça devrait être relativement exceptionnel. Mais parce qu'on ne doit pas le rendre obligatoire. En réalité, il est censé être obligatoire. Il s'impose en théorie aux parties. Sauf qu'effectivement, il n'y a pas de mesure coercitive derrière. C'est-à-dire que le Conseil n'a pas de moyen derrière de sanctionner l'un ou l'autre, si ce n'est la radiation pour le demandeur, effectivement, et là se pose la question du défendeur. Donc, ce qui se fait quand même de plus en plus, puisqu'il y a quand même aussi chez nous, on a Zen Prud'homme aujourd'hui, voilà, le barreau fait une permanence tous les jours au Conseil, les jours d'audience, pour envoyer les avocats quand il y a une problématique d'échange de pièces entre eux. Donc ça, c'est un premier élément qui peut parfois arriver à faire une proposition, ou en tout cas essayer de mettre d'accord les parties sur des questions procédurales. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous, on incite les conseillers à avoir la plus grande attention sur les dossiers, à écouter vraiment quels sont les motifs, et y compris aller jusqu'à le fait d'écarter éventuellement des pièces ou des conclusions. Ça se fait de plus en plus. Je ne sais pas si vous l'avez vécu récemment, mais je sais que ça se fait quand même de plus en plus. Je l'ai encore vu, ça s'est pratiqué encore au référé aujourd'hui pour vous dire ce que j'ai assisté à l'audience, et il y a des conclusions qui ont été remises 2 heures avant l'audience et le Conseil a estimé qu'il fallait les écarter parce que c'était pas raisonnable. Donc on essaye aujourd'hui d'utiliser ces mesures-là. Mais c'est vrai que le fonctionnement tel qu'il est conçu, en tout cas aujourd'hui par le législateur, c'est compter sur le bon vouloir et la bonne volonté des parties. Et donc si on ne l'a pas, nous on est obligé de s'adapter. Donc on pourrait éventuellement faire comme dans un certain nombre de conseillers de prud'homme qui font de la mise en état, même si j'ai l'occasion de voir régulièrement avec des présidents de conseillers de prud'homme sur le territoire au niveau national que ce n'est pas forcément une solution qui apporte toutes les réponses qu'on pourrait attendre. Parce que c'est vrai que nous, c'est quand même dramatique. De temps en temps, on a des audiences qui finissent à 0 affaire. Voilà. Et puis, vous pouvez en avoir d'autres qui finissent à 8 affaires. Quand vous écoutez 8 affaires, ça fait quand même des bonnes journées. Voilà. Y compris pour les parties qui attendent dans le couloir, c'est pas forcément un temps qui est mis à profit pour faire autre chose. Donc, on essaie de limiter tout ça. Donc, on compte vraiment sur la responsabilisation des parties. Il y a la procédure, mais il y a aussi les moyens. Alors, la question des moyens, globalement, nous, on est à disposition. C'est-à-dire, le Conseil des prud'hommes, il y a quand même 90 audiences par semaine à Paris. On a des délais de renvoi qui sont, je vais dire, raisonnables à notre sens. On est grosso modo sur des renvois qui ont entre 6 et 9 mois selon les sections d'un bureau de jugement à un autre bureau de jugement. De temps en temps, il y a y compris des présidents d'audience qui font de la surcharge sur leurs audiences parce qu'on essaye d'impliquer les parties, d'écouter les problématiques qui peuvent se poser sur les uns et sur les autres. Voilà. Je le disais tout à l'heure, il y a les événements de la vie, mais il y a aussi d'autres événements qui peuvent intervenir sur lesquels on essaie de prendre en considération. Mais il ne faut pas oublier, nous sommes quand même dans une juridiction paritaire. Vous l'évoquiez tout à l'heure sur la question des taux d'appel, le fait que ce soit une juridiction paritaire, ce qui n'est pas la même chose, par exemple au tribunal de commerce, amène à des décisions qui sont parfois issues d'une négociation. Donc par conséquent, elles peuvent apparaître des fois plus, en tout cas,
déséquilibré, je vais dire ce mot-là, je trouve qu'il est plus adapté, et donc du coup entraîne de l'appel derrière. Et donc dans une juridiction paritaire, il faut aussi que les 4 conseillers arrivent à se mettre d'accord. Voilà, et vous comprenez bien que quand on a une audience, si ça se passe mal déjà à l'appel, bien souvent après, ça peut aussi être un peu plus compliqué quand on écoute les parties et quand on doit être amené à délibérer après derrière. Et vous, qu'avez-vous mis en place alors à Paris? Alors nous, à Paris, quelques formations ont essayé la mise en état. Oui. Voilà, je sais qu'il y a quelques présidents qui essayent de prendre, y compris des ordonnances de clôture dans le cadre du bureau de conciliation. La mise en état formelle? Ouais, des audiences de mise en état. Formelle. Alors, on ne fait pas d'audience de mise en état à proprement parler. Oui. C'est-à-dire qu'on renvoie sur les dates de bureau de conciliation qui sont prévues dans le calendrier classique. Voilà, en indiquant en partie que ce n'est pas forcément systématiquement la peine de venir. Et on essaye aussi d'inventer voilà, des choses qui peuvent sortir du commun. Il peut y avoir une idée de clôture? Je pense. Alors, cette question de clôture est souvent abordée au bureau de conciliation. Quand j'évoquais les calendriers tout à l'heure, il y a souvent des formations qui donnent un calendrier et qui fixent une date ultime d'échange de pièces et de conclusion valant clôture, même s'ils ne font pas une ordonnance de clôture après derrière. Parce que l'ordonnance de clôture, c'est pareil. Ça prend du temps à le faire, il faut la rédiger, ça mobilise un greffier, il faut ensuite l'envoyer aux parties, la notifier. Donc c'est du temps de perdu en plus pour la juridiction derrière. Et nous, on préfère se consacrer à la rédaction des jugements plutôt qu'aux ordonnances de clôture. Donc vous testez la mise en état, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on ne teste pas la mise en état. Il y a quelques conseillers qui tentent de faire des audiences de mise en état. Enfin, pas des audiences de mise en état, qui tentent de faire de la mise en état sur leurs propres audiences. Globalement, moi j'ai discuté avec un certain nombre d'entre eux, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que peut escompter. Voilà, il n'y a pas plus, j'ai envie de dire, de dossiers qui se plaident du coup au premier bureau de jugement que s'il n'y avait pas forcément cette question de la mise en état. Donc globalement, et moi quand je le mesure aussi avec d'autres conseils, j'ai échangé récemment avec le conseiller prud'homme de Meaux, avec le conseiller prud'homme de Nîmes par exemple, où ils commencent à revenir un peu sur ces questions de mise en état. Ils le font parce qu'ils ont aussi une possibilité dans leur organisation avec les moyens du greffe. Très concrètement, nous à Paris, on aurait du mal à rajouter des BCO par exemple, parce qu'on a des locaux qui ne sont pas extensibles, et même si on a encore, on va dire, un peu de place, globalement, ça rajouterait une charge de travail supplémentaire à la fois pour les greffiers et à la fois pour les conseillers, qui serait vraiment pas souhaitable pour, je pense, les résultats escomptés. Donc globalement, aujourd'hui, on n'est pas sur cette question-là de la mise en état. Par contre, on se propose de faire, je vais dire, des innovations, éventuellement. Je pense, de temps en temps, on a les parties sur un bureau de conciliation qui sont proches de trouver une solution et un terme au litige. Donc on leur fixe une date de bureau de jugement et on leur fixe éventuellement, on leur propose de bloquer un bureau de conciliation intermédiaire, voilà, de façon à ce que s'ils arrivent à trouver une solution entre-temps, on puisse leur proposer de faire un PV sur la base de l'indemnité forfaitaire de conciliation. Donc ça permet de bénéficier de ces dispositions, y compris à ce moment-là. Donc voilà, donc on essaye de réfléchir et d'avoir des solutions un peu intelligentes et on essaie d'avoir le concours des parties. Mais ce n'est pas toujours donné. Voilà. Vous évoquiez tout à l'heure la question de la formation. C'est vrai que c'est une question qui est centrale pour les conseillers prud'hommes, même si elle va à contre-courant des dernières mesures, puisque je rappelle qu'il a été décidé que les conseillers prud'hommes au-delà de 75 ans ne pourraient plus exercer leur mandat. Et il a aussi été précisé par la loi que maintenant, au bout de 5 mandats dans le même conseil de prud'homme, on ne pouvait plus continuer. C'est dommage, parce qu'en général, ceux qui sont au 4e ou 5e mandat, ils sont plutôt expérimentés et ils ont des connaissances procédurales et l'expérience nécessaire pour pouvoir justement apporter une solution. 5 mandats ? Ça fait combien d'années de président ? Alors 5 mandats, ça fait en théorie, c'est maintenant des mandats de 4 ans, ça fait en théorie 20 ans d'exercice du mandat. Voilà. Mais quand vous commencez pour un certain nombre de conseillers, il y a des conseillers, principalement chez les employeurs, qui commencent essentiellement, je vais dire, autour de la cinquantaine. Donc ça leur laisse quand même, ça leur laissait quand même le temps. Voilà. Chez les salariés, ça peut être assez variable. Mais du coup, la question de la formation aujourd'hui, depuis le mandat qui a commencé en 2018, est obligatoire, puisqu'il y a 5 jours de formation dispensée par l'École nationale de la magistrature, 2 jours en présentiel et 3 jours en distanciel, ou ça doit être le contraire, mais l'essentiel c'est de dire qu'il y a quand même 5 jours de formation fait par l'ENM, et ensuite c'est le rôle de chaque organisation syndicale, avec l'organisme de formation, d'organiser régulièrement des formations pour les conseillers prud'hommes. Ils ont en principe 36 jours de formation continue pendant la durée du mandat, ils peuvent prendre jusqu'à 12 jours par an pour spécifier ces questions de formation. Voilà, et avec, encore une fois, moi, ce que je trouve fait en dépit du bon sens. Donc, formation obligatoire, ils sont payés.
formations non obligatoires, ils ne sont pas payés. C'est vrai que Nathalie Rouret, elle a fait un super travail à l'ENM sur la formation des conseillers prud'hommes et chapeau à Nathalie Rouret. Et en revanche, sur la formation continue, en fait, il n'y a aucune unité puisque c'est les syndicats et les organisations patronales qui l'organisent. Et j'en discute avec elle et je dis que c'est dommage de ne pas pouvoir centraliser aussi au niveau de l'ENM la formation continue qui pourrait aussi trouver beaucoup d'intérêt à être menée de façon uniforme pour tout le monde. Et en fait, moi, ce qui me semble, et je crains que ce soit souvent le cas en France et que c'est un peu dommage, c'est qu'en fait, on a plein de bonnes choses, on a plein de bonnes idées et quand on se met sur l'exécution, en fait, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Enfin, la rémunération, c'est quand même quelque chose à laquelle on devrait penser, je trouve. Et du coup, s'il n'y a pas de rémunération, forcément, c'est sûr que c'est pas très incitatif. Et je ne veux pas dire du tout que les conseillers prud'hommes ne pensent qu'à leur rémunération, mais à un moment, il faut être très pragmatique aussi. Donc voilà. Et il y a, de mon point de vue, beaucoup. Alors, bien sûr que c'est un budget, j'en suis consciente, mais ce budget, il faut absolument le débloquer parce que moi, j'ai vraiment prévu, si l'État ne le débloque pas, de lui faire débloquer. Alors voilà, vous arrivez à faire débloquer du budget, un peu de façon contrainte. C'est ça. Hein, et donc vous engagez. Finalement, il existe ce budget. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous engagez comme action, j'ai cru comprendre, en responsabilité contre l'État. En responsabilité de l'État. Donc en fait, il y a des délais dits raisonnables de justice. Alors, qui sont très clairs au tribunal judiciaire de Paris, qui sont un peu moins clairs sur les autres tribunaux judiciaires. Moi, je ne saisis que Paris, qui est compétent par défaut sur toute la France, puisque le défendeur, qui est Bercy, l'agent judiciaire de l'État, est, comme tout le monde le sait, situé à Paris, dans le 13e. Donc, en fait, le tribunal judiciaire de Paris a fixé un référentiel. Et donc, par exemple, quand on parlait des départages tout à l'heure, entre le PV de départage et l'audience de départage, c'est 6 mois. Un renvoi, c'est 6 mois de délai raisonnable. Donc, quand c'est 6, ça va. Alors, je rappelle que la loi, quand même, Alexandra, je vous coupe, mais la loi, c'est 1 mois. C'est-à-dire qu'en théorie, la loi dit qu'entre l'audience de départage et le bureau de jugement qui se met en partage de voix et l'audience avec le juge départiteur, il doit s'écouler 1 mois maximum. Absolument. Et d'ailleurs, dans toutes les décisions du tribunal judiciaire de Paris, on nous rappelle qu'un délai raisonnable n'est pas un délai légal. Absolument. Voilà. C'est ça. Donc, et donc, c'est un peu difficile. Donc, on n'applique pas la loi. C'est ça. Non, il ne faudrait pas quand même. Donc, entre la saisine du Conseil de prud'homme et le BCO, c'est 3 mois. Entre le BCO et le BJ, c'est 9 mois. Entre le BJ et le prononcé, le délibéré, c'est 2 mois. Et 2 mois pour la notification. En cour d'appel, je fais le truc simple qui n'arrive évidemment jamais. Et ensuite, entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoirie, c'est 12 mois. Et la notification, 2 mois à nouveau. Alors, ces délais sont explosés. Et donc, ces délais sont souvent explosés. Et donc, en fait, on va calculer les délais déraisonnables, donc étape de procédure par étape de procédure. Donc, vous avez par exemple 4 mois entre la requête, saisine, CPH et le BCO. Vous avez 1 mois de délai déraisonnable. Et ensuite, étape de procédure par étape de procédure, on va cumuler tous les délais, ce qui va nous donner la modique somme de 36 mois de délai déraisonnable. Ça fait combien en argent? Et alors, en argent, ça fait... donc, on répare 2 choses. Le préjudice moral, qu'on ait gagné ou perdu, qu'on soit employeur ou salarié. Oui, c'est ça, en fait. On peut avoir perdu et avoir été victime de délais déraisonnables. Absolument. Parce qu'en fait, même quand on perd, on aimerait pouvoir perdre dans un délai raisonnable. Pour, encore une fois, passer à autre chose. Ce que disait Christophe tout à l'heure, la réalité du traumatisme d'un licenciement, c'est une réalité. Et donc, du coup, c'est 200 € par mois de retard. Donc, vous multipliez le nombre de mois de délai déraisonnable par 200 € et vous avez votre préjudice moral. Le préjudice financier, il n'est accordé qu'aux parties qui ont gagné. Et en fait, on va considérer que la somme qu'ils ont gagnée a été indisponible pendant un délai déraisonnable. Et donc, on va appliquer les intérêts légaux sur cette somme entre la date à laquelle aurait dû se terminer la procédure si elle avait été traitée dans un délai raisonnable et la date à laquelle elle s'est vraiment terminée. Et ces intérêts légaux, ils ne sont appliqués que sur les dommages et intérêts article 700. Pourquoi? Parce que sur les sommes qui ont nature salariale ou assimilée, les intérêts légaux vont être payés par
l'employeur, à compter de la convocation au bureau de conciliation. Donc là, on va considérer que cette période de délai déraisonnable, en fait, est couverte déjà par les intérêts légaux. En revanche, dommages et intérêts article 700, c'est à compter de la décision définitive, soit en première instance, en appel, en cours d'appel de renvoi, etc. Mais du coup, vous avez combien de dossiers ? Ah bah, on en traite des centaines et des centaines de gens qui viennent engager la responsabilité de l'État. Ah bah oui. D'accord. Et c'est important parce qu'en fait, c'est ça, mon idée, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est de dire l'État bouge pas. Tout le monde crie. Là, par exemple, les différentes réformes qu'on évoquait, donc, qui ont eu pour conséquence de réduire le nombre de dossiers, qui ont essayé de trouver des solutions sur les délais, et franchement, ça n'a pas été le cas. Donc, en fait, tout ça, ça ne fonctionne pas très bien, et manifestement, l'État ne prend pas en compte la réalité de ce qu'est notre justice. L'État préfère être condamné que de prévoir par anticipation des crédits. Je ne suis pas sûre qu'ils préfèrent être condamnés. Je pense que pour l'instant, c'était un risque auquel ils étaient relativement peu confrontés, parce que c'est un contentieux qui était assez peu usité. On est au niveau, par exemple, européen, vraiment dans les derniers de la classe. Nous, la France, enfin c'est terrible, notre démocratie judiciaire, c'est très très important. Et donc moi je me dis qu'à un moment, il faut les réveiller et peut-être que en cumulant toutes ces indemnités, ça finira. Ça fera un bon budget de la justice. Un bon budget de la justice et que voilà, et ce jour-là, il y aura peut-être du budget donné et des choses faites de façon intelligente. Et évidemment, il y a beaucoup de gens très intelligents qui travaillent sur ces sujets et je salue le travail de la Cour des comptes qui fait un travail formidable, qui a fait un rapport en juin 2023 en donnant 9 recommandations, c'est que du bon sens et c'est toujours pas mis en place et le ministère de la Justice n'a même pas répondu. Alors, Christophe Carrère. Alors sur le sujet, moi ce que je dirais c'est que d'abord l'État il a admis qu'il était en difficulté et un peu en faillite sur ce sujet-là puisqu'il a même effectivement inventé un barème d'indemnisation, entre guillemets, en fonction du nombre de mois. Donc c'est déjà reconnaître à un moment donné qu'on sait qu'on est en difficulté sur ce sujet-là, et en tout cas qu'on n'a pas apporté, je vais dire, les véritables réponses attendues, et que par conséquent, on doit finir par payer. Donc ça, c'est quand même un peu dommage. Je peux mettre juste un allez-y, je vous en prie. Donc c'est les juges qui ont fixé ce barème, et la JE se défend, mais vraiment très sérieusement. Et là, ils essayent de faire réduire le barème des 200 €, c'est pas dingue non plus, à 76 €. Oui, mais il y a aussi un certain nombre de dossiers pour lesquels ils proposent aussi des transactions. Voilà, Bercy propose aussi des transactions sur un certain nombre de dossiers. C'est donc qu'ils ont admis qu'il y avait une faute et qu'il fallait à un moment donné apporter une réparation. Nous, de notre côté, on essaye d'être vigilants. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, sur nos juges départiteurs par exemple, parce qu'on sait que nos délais déraisonnables sont là, vraiment. Donc sur Paris, on insiste régulièrement. Moi, je fais une grosse pression sur le président du tribunal judiciaire pour qu'on ait à disposition 6 et on pousse pour essayer d'en avoir un 7e, c'est pas l'ordre du jour, mais on y travaille, à demeure pour pouvoir traiter le contentieux. Un 7e juge ? Oui, parce qu'aujourd'hui, on a 6 juges départiteurs affectés à temps plein, quasiment. Ils font aussi quelques autres audiences au TJ, mais ils sont affectés en théorie quasiment à temps plein au Conseil des prud'hommes de Paris pour épurer tout ce contentieux. Voilà, et donc ils font un travail énorme. Je ne conteste pas le fait qu'ils fassent beaucoup de travail. Sur combien d'affaires en départage ? On a à peu près... C'est mathématique. Il y a à peu près 2500 affaires qui sont traitées tous les ans sur le départage. Voilà, donc grosso modo, ils font un travail énorme, mais nous, on fait pression là-dessus. Sur ce que vous évoquiez sur les délais, alors d'abord dire que globalement, sur Paris, on n'a pas beaucoup de dossiers qui vont en contentieux, faut quand même se le dire. Les quelques dossiers qui vont en contentieux, on les connaît parce qu'en général, on est maintenant interrogé. Soit par le premier président de la Cour d'appel, soit par le président du TJ, qui nous demande de lui communiquer des éléments sur les motifs des retards ou de la lenteur, on va dire, du traitement du dossier. Parce qu'effectivement, un dossier, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vivant, il peut aussi se passer un certain nombre de choses, il peut y avoir d'autres événements procéduraux qui peuvent impacter la durée de son traitement. Tout n'est pas à cause de l'institution. Tout n'est pas à cause de l'institution. Nous, ce qu'on a tout le temps systématiquement remarqué, tous les dossiers pour lesquels l'État a été condamné sont des dossiers qui sont passés chez nous au départage.
Oui. Voilà. Donc, ce qui veut dire que très clairement, Oui, on revient la sur cette problématique, idée que elle est c'est sur le la question départage. du départage. Et on a beau mettre en place tout un tas de dispositions, y compris pour éviter le départage. Je sais qu'il y a dans les juridictions, quand on a les audiences de rentrée tous les ans, les présidents de juridiction essayent quand même de nous faire comprendre que le départage, c'est quelque chose qui n'est pas bien, qu'il faut éviter de faire du départage. Il faut aussi comprendre, quand on est parti, que ça peut aussi être un signal à un moment donné. Voilà, qu'il y a un dossier qui peut aussi être pas forcément naturellement limpide pour les magistrats que nous sommes quand même. Voilà, et donc il faut aussi comprendre ça. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un travail à faire sur la question du départage clairement aujourd'hui. Pour essayer d'éviter le départage. Nous, on y travaille. On travaille beaucoup avec les conseillers. Il y a beaucoup de formations sur les sujets. On essaye de sortir des formations problématiques. Voilà, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a aussi de l'humain derrière. Donc à un moment donné, vous pouvez aussi avoir des formations dans lesquelles il y a des conseillers qui ne s'entendent absolument pas. En général, parce qu'ils ne sont pas du même collège, mais on peut aussi avoir des frictions à l'intérieur du même collège, et ça pose des difficultés sur des décisions. Moi, je vois des fois des audiences, c'est arrivé quelquefois depuis que je préside le conseil, il y a des audiences entières qui finissent en partage de voix. Donc on s'interroge, ce n'est pas une question de dossier. Voilà, indéniablement, c'est qu'il y a une problématique dans la formation en tant que telle. On travaille aussi parfois avec les avocats sur la question des écritures, à proprement parler, je vous l'ai évoqué en préambule de notre réunion, mais aujourd'hui, un président d'audience, quand il doit rédiger une décision, il dispose d'un temps indemnisable de 5 heures. On en revient un peu à la question de la rémunération, mais 5 heures pour rédiger un jugement, moi je siège à l'encadrement, quand vous avez de part et d'autre 80 pages de conclusion, avec parfois une dizaine ou une quinzaine de chefs de demande et qu'il faut essayer de répondre à tout, en 5 heures, c'est un exercice qui est très difficile. Donc, parfois, sur ce type de décision, parce qu'elles sont trop longues à rédiger, les conseillers le renvoient effectivement devant le juge départiteur en disant nous, on n'est pas en capacité de le faire parce que c'est quelque chose qui est trop complexe. On peut l'avoir aussi sur certains dossiers sériels. Voilà, on l'évoquait aussi en préambule, Jérôme, sur certains dossiers dont on ne citera pas le nom éventuellement aujourd'hui, mais sur les travailleurs des plateformes, par exemple, pour rester assez neutre, sur lesquels on sait qu'il y a une grosse problématique, mais déjà il faut passer le stade du bureau de jugement. Moi, dans tous mes dossiers, parfois, je suis renvoyé systématiquement en départage, comme un seul homme. Donc j'ai l'impression... Rassurez-vous, de temps en temps, il y a quelques décisions qui tombent quand même. Oui, je sais, oui. Mais j'ai l'impression que c'est même une doctrine, presque. Je ne peux pas admettre ce mot-là, mais concrètement, je pense que vous touchez du doigt une réalité. Très bien. Oui, c'est un sujet politique. Évidemment, on le voit bien d'ailleurs sur les mesures qui viennent de sortir au niveau européen, les pressions faites par les uns et les autres pour que les textes ne sortent pas, ou en tout cas la nature du texte ne soit pas forcément celle qui est sortie, et donc, démontre bien qu'à un moment donné... politique au sein de nos conseils de prud'homme. Bien sûr, mais ce qui est quelque part un peu problématique, parce qu'on le sait aujourd'hui, et moi j'en ai déjà discuté avec certains juges départiteurs, ils ont carrément quasiment une solution clé en main. C'est-à-dire, ils savent aujourd'hui sur tous les dossiers des plateformes, des travailleurs des plateformes par exemple, que la plupart du temps ils vont effectivement sur une condamnation et une reconnaissance d'une forme de travail, mais en analysant vraiment chaque dossier. Voilà. Et ils ont réfléchi aussi à trouver des moyennes de salaire qui soient plus celles qui soient forcément revendiquées par le salarié, mais plutôt basées sur la convention collective. Enfin voilà, il y a eu une réflexion. Je n'en connais pas encore les effets. Non, mais vous voyez, il y a déjà des réflexions. Les juges départiteurs ont aussi, voilà, on le voit bien dans les décisions qu'ils rendent après derrière, qu'il y a un peu d'essence de décision. Je suis confronté à la fois à une espèce de doctrine de partage et après un systématisme. Justement, non, moi voilà. Non, alors concrètement, moi les échanges que j'ai pu avoir avec eux, c'est qu'effectivement, sur tous les dossiers, il faut vraiment regarder les dossiers tous de façon individuelle. Voilà, parce que très clairement, chaque dossier a sa particularité. Le même vécu. Alors peut-être pour finir, Alexandra, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut légiférer, il faut accorder plus de crédit à la justice. Alors, les condamnations que vous obtenez, il faudrait plutôt qu'elles soient budgétisées. Ça me paraît une évidence. Et moi, je pense qu'il faut plus de budget et il faut plus de sagesse dans la façon de le dépenser. Et je pense qu'il faut absolument que tous les intervenants et les parties prenantes
soient sollicités. Et en fait, les vrais praticiens du Conseil de prud'homme, que ce soit les avocats, que ce soit les défenseurs syndicaux, évidemment les conseillers prud'homaux, les greffes, et même les utilisateurs finaux. Je sais que les justiciables, on n'en parle pas beaucoup, mais enfin, ça me semble important. Et en fait, il faut vraiment, de mon point de vue, repenser les choses en bien meilleure pratique et pas se dire « Ah, c'est la justice, alors parce que c'est la justice, on ne pourrait pas faire ci ou ça ». Non, en fait, la justice est une organisation comme une autre. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça délivre. Et en fait, il faut appliquer des méthodes qui, pour moi, sont des méthodes d'entreprise pour que ça, pas sur le fond, mais sur l'organisation, pour qu'en fait, ils soient en mesure de délivrer en leur donnant les moyens dont ils ont besoin. Donc moi, je pense que c'est vraiment une question d'affectation des ressources et que les ressources sont évidemment très insuffisantes et que quand bien même on a une augmentation sérieuse cette année du budget de la justice, il y a un tel retard qu'on va mettre des années en fait à revenir. Mais je crois que les délais des raisons n'ont pas véritablement été pointés dans cette loi de programmation. On annonce plus d'argent pour plus de greffiers, plus de magistrats, mais au bout du compte, cette loi ne s'attaque pas au problème des retards. Quand même directement. Oui, c'est une façon indirecte, parce que c'est sûr que s'il y a plus de greffiers et plus de magistrats, il y a... Et puis, mais je ne pense pas qu'ils soient affectés au prud'homme. Hein. Voilà, bon, et puis nous, de toute façon, on sait bien, nous sommes les parents pauvres de la justice. Un petit peu. Moi, ce que j'ai envie de dire sur le sujet, c'est d'abord dire que pour le vif de l'intérieur, très franchement, tous les personnels sont mobilisés, en tout cas, pour que ça se passe bien. Moi, je salue tout le temps, et c'est une réalité, parce qu'on nous le dit souvent, l'engagement des fonctionnaires qui font l'accueil physique au Conseil des prud'hommes, j'entends souvent des commentaires très positifs sur la qualité de l'accueil qui est faite, les réponses téléphoniques. Vous l'évoquiez, c'est pas le cas partout. Au Conseil des prud'hommes de Paris, en tout cas, il y a tout le temps une réponse au téléphone, pas forcément à la hauteur de celle qu'on souhaite. On donne même encore les décisions par téléphone, ce qui ne se fait plus quand même dans un certain nombre de conseils. Et pour le justiciable, c'est encore préjudiciable. Donc on peut dire, en tout cas sur la juridiction parisienne, c'est pas le cas sur l'ensemble du territoire et c'est quand même dommage. Il y a des moyens qui permettent, en tout cas, d'assurer un service public de la justice qui est quand même de qualité, avec des délais qui peuvent être raisonnables, effectivement, sauf si on va au départage. Mais la question des moyens est effectivement centrale. Je crois que la vraie question, elle est là. Moi, je le vois sur les petits conseils. D'abord, il y a besoin de mobiliser pour que les conseillers prud'hommes soient aussi engagés. Sur la question de la rémunération, on l'a abordé, mais ce n'est pas que cette question-là. C'est la question des moyens d'exercer le mandat. C'est aussi un engagement, y compris de la part des partis. Je le dis aussi de temps en temps, on a des plaidoiries qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. On a parfois des dossiers qui tentent de noyer les choses, qui ne permettent pas d'éclairer vraiment les juges, et donc ça entraîne des difficultés forcément sur la décision en tant que telle. Et ça peut entraîner des appels derrière. C'est que ces problèmes ont été résolus devant la juridiction civile. On a la concentration des moyens, on a des ordonnances de clôture, on a une mise en état formelle. Ouais. Pour autant au civil, il y a aussi des délais qui sont astronomiques. Ne serait-ce que si on prend effectivement la question du pôle social, je veux dire concrètement, il y a des délais qui demeurent quand même très longs. Donc la véritable chose à faire, c'est au-delà des moyens, c'est véritablement de les mettre en œuvre. Parce que concrètement, il ne s'agit pas de dire on met de l'effectif. On met de l'effectif, oui d'accord, mais il faut que l'effectif soit en capacité de pouvoir mobiliser ses compétences et pouvoir les mettre en œuvre. Et pour cela, c'est tout un mécanisme. C'est avoir effectivement des moyens, par exemple numériques. On parlait de Portalis tout à l'heure, qui doit apparaître un jour, mais qui n'est toujours pas en fonction aujourd'hui parce qu'il y a des difficultés, y compris, il va y avoir une grosse difficulté si ça se met en place parce que l'outil utilisé actuellement ne peut être transféré dans Portalis. Donc ça va impliquer un travail de saisie phénoménal après derrière. Donc du coup, c'est vraiment une question de moyens. On n'est pas forcément que sur des moyens humains. On est aussi sur une question de moyens techniques à un moment donné, de l'aide, et puis aussi d'avoir le temps de faire son travail. Prendre une décision, rédiger une décision, ça ne peut pas être quantifié dans le temps. Forcément, parce qu'on doit effectivement apporter des réponses aux justiciables. La question de la rédaction du jugement, alors vous le disiez tout à l'heure, chez nous à Paris, entre le bureau de jugement et la notification de la décision, notre règlement intérieur dit que c'est 3 mois. Bon, on essaye de s'y tenir, mais pour le coup, il faut qu'il y ait une décision après derrière qui ait du sens et qui explique aux justiciables quel a été le sens
de la décision prise par la juridiction. Moi, ça c'est quelque chose auquel je tiens absolument, parce que vous l'avez dit derrière, c'est aussi la plupart du temps des salariés qui ont besoin de se reconstruire pour se remettre dans le monde du travail après derrière et repartir dans une relation de confiance professionnelle. Par exemple, un truc tout bête, alors à Paris, on nous le demande de temps en temps, et je trouve ça très bien, les présidents nous demandent de leur envoyer nos conclusions par Word. Mais enfin, c'est une évidence. On ne va pas retaper ou alors transformer des choses compliquées. Et en fait, voilà, c'est voilà, des petites choses qui paraissent complètement insignifiantes, mais déjà mettre ça en place, ça ferait gagner un temps colossal. Tout à fait. Pour conclure, c'est plus de lois, plus de budget. Plus de bon sens. Plus de bon sens. Une meilleure pratique peut-être au sein des conseils. Probablement. Et puis aussi, je pense, associer les praticiens. Voilà, je veux dire, les conseillers prud'hommes que nous sommes, j'ai lu le rapport de la Cour des comptes. Alors, il y a quelques décisions qui apparaissent de bon sens. Moi, j'ai pris connaissance de ce qui est évoqué avant, qui me paraît complètement aberrant sur des situations de fonctionnement. Enfin, je veux dire, à Paris, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Il y a vraiment une recherche d'une bonne entente entre les deux éléments, employeurs et salariés, de façon à rendre, je le disais tout à l'heure, mais je le répète, un service public de la justice qui soit vraiment de qualité. Et enfin, une meilleure discipline peut-être des justiciables et des avocats. Aussi, mais ça, on le retrouve à tous les niveaux, c'est des questions de discipline, voilà, mais on sait aussi comment la vie aujourd'hui pressure un peu tout le monde et on est probablement tous pris par le temps, voilà, et il faut aussi reprendre, j'ai envie de dire, le temps de se consacrer vraiment à nos procédures. Oui, mais par exemple, nous c'est un point, nous au cabinet ça a été mis en place déjà depuis longtemps, mais moi il y a une règle, c'est qu'il n'y a pas les conclusions ne font pas plus de 25 pages. De toute façon, je dis, ça sert à rien parce que c'est pas lu. Non, c'est pas lu. Peut faire. Donc, et en fait, ça c'est aussi de la formation, et il y a un truc génial qui s'appelle langage juridique clair. Il y a aussi tous les sujets de visualisation juridique qui pourraient être extrêmement, et qui sont, puisque nous on les utilise, qui sont très efficaces. Le legal design. De legal design, effectivement, mais on parlait, voilà, compréhensible pour tout le monde, langage juridique clair, visualisation, qui peuvent aider. Et ça, je pense que pour les avocats, ce serait quelque chose de très bien. Et c'est vrai qu'un avocat, alors à tort ou à raison, de temps en temps, peut avoir tendance à complexifier terriblement les dossiers. Et en fait, tout le monde en pâtit. Le client qui paye des honoraires complètement astronomiques et qui finalement, on arrive avec des décisions qui ont un peu ni queue ni tête parce qu'en fait, plus personne ne sait de quoi on parle dans ce dossier. Donc voilà, tout ça, je trouve que je suis un peu attaquée de temps en temps en disant oui, non, mais avec des trucs de simplification. En fait, tout n'est pas compliqué non plus. Enfin, faut pas exagérer. Il y a des dossiers qui sont, faut le dire, des dossiers simples et qui peuvent être vraiment. Moi, de temps en temps, je vois des dossiers, je me dis, mais en fait, c'est pas du tout l'histoire du début. Et c'est beaucoup trop compliqué, là. Moi, je suis peut-être pas assez intelligente pour ça, mais moi, vraiment, ça me pose problème. Donc, voilà, je crois qu'il y a aussi de la formation, bien sûr, des avocats. Très bien. Merci beaucoup. Merci Alexandra Saferi. Merci Christophe Carrère. Merci à vous.